Merci beaucoup, professeur. Je vais partager mon écran. Bonjour, chers collègues. J'ai partagé mon écran. Je ne sais pas si vous le voyez. Oui, c'est bon, on voit ça. OK, d'accord. Donc, bonjour, chers collègues. Vraiment, je vous remercie pour cette occasion que vous offrez au CAMES pour échanger avec vous. Tout de suite, le professeur parlait d'échanges permanents entre administration et il serait intéressant que le CAMES aussi échange avec les bénéficiaires. Avec la nouvelle vision de l'équipe dirigeante, nous avons comme ambition de faire de CAMES, comme le dit le slogan, le CAMES des États, où l'occasion nous est offerte d'aller vers les collègues. On ne va pas hésiter à le faire et je pense que c'est à travers les échanges que jaillira la lumière, comme on a l'habitude de le dire. Et donc, j'ai demandé à profiter de mon séjour pour discuter avec les collègues sur les grandes lignes du guide des anciens chercheurs et chercheurs. Nous n'allons pas présenter le guide en tant que tel parce que vous l'avez lu et vous, vous vous êtes approprié de ça, mais on va parcourir surtout les modifications majeures ou bien les innovations majeures au niveau du guide. Et je pense qu'après, à travers les échanges, les autres questions peuvent surgir. Donc, comme ils l'ont dit, je suis le professeur Ali Douma, directeur des programmes, chargé de concours d'agrégation des comités consultatifs intra-africains et de l'Ordre international des palmes académiques du CAMES. Cette présentation Cette présentation va s'articuler autour des points suivants. Dans un premier temps, je vais quand même parler de la mission du CAMES. Pas la mission du CAMES, disons pas les missions du CAMES, mais de la mission du CAMES par rapport à l'évaluation, parce que nous sommes dans le guide. Ensuite, on peut se poser la question pourquoi un guide d'évaluation des anciens chercheurs et chercheurs. Après, nous allons essayer d'examiner ensemble les modifications majeures et nous finirons par donner quelques informations utiles, parfois le plus souvent qui sont coincées dans un coin du guide et auxquels les candidats ne font pas référence le plus souvent. Nous allons juste donner quelques informations. Par rapport à la mission du CAMES, nous allons dire que le CAMES, c'est l'instance académique intra-africaine chargée par les États membres d'organiser et de gérer la promotion des anciens chercheurs et des chercheurs. Vous l'avez rappelé tout de suite. Et ces anciens chercheurs dont on parle, c'est aussi bien les anciens chercheurs en poste au sein de nos institutions, donc de l'espace CAMES, mais également qui évoluent dans un autre système de promotion, parce que les collègues de la diaspora ont la possibilité également, en passant par nos institutions, de poser leur candidature. Et donc, à travers cette mission de promotion des anciens chercheurs, nos États ont visé, entre autres, deux finalités. Dans un premier temps, garantir la qualité des anciens chercheurs et des chercheurs, aussi bien des établissements publics que privés dans notre espace, par une évaluation objective par les pairs. Et c'est pour ça que l'évaluation se fait par nos collègues des CTS. Et une deuxième finalité, c'est contribuer de façon pertinente à doter son espace de femmes et d'hommes de qualité servant d'appui au développement socio-économique durable des États. Donc, vous voyez bien à travers cette évaluation, il y a quand même un souci. Le souci, c'est de former des hommes et des femmes capables d'impacter positivement sur le développement de nos États. Et pour faire cette évaluation, nous avons besoin de référentiels parce que ceux qui ont fait disons ceux qui ont fait leur promotion avant l'avènement du guide, parce que le guide ne date que de 2017, ils connaissent les conditions dans lesquelles ça se fait. Ça veut dire que le Canada n'a pas toutes les informations. Et le CAMES a joué utile d'élaborer un guide pour qu'il y ait un instrument d'auto-évaluation susceptible d'apporter aux candidats les informations nécessaires. Et donc, du coup, pour contribuer davantage à mettre à la disposition des candidats des éléments de réponse clairs et fiables, pour faciliter aux candidats la construction de leur dossier, favoriser l'appropriation par le candidat de l'environnement dans lequel il est évalué et participer au renforcement de la transparence et de la confiance. Transparence, confiance, parce que le candidat trouvera au sein du guide tous les éléments indispensables pour, disons, dans le cadre de la préparation de son dossier. Et ensuite, et c'est la question la plus importante, ou bien c'est
l'objectif le plus important, proposer des réponses à plusieurs questions. On se pose le plus souvent la question, où est-ce que je peux postuler, quand je peux postuler et comment je peux postuler. Et toutes ces réponses sont apportées par le guide. Et également, quelles sont les règles de passage d'un grade à un autre. Hier, j'étais à l'abri et donc nous avons un stand au niveau du CAMES. Il y a beaucoup de collègues qui sont passés, parfois qui ne sont pas dans des universités, pour me poser des questions par comment est-ce qu'on peut passer d'un grade à un autre, ou bien certains qui ne sont même pas dans des universités qui pensent que, étant docteur, on peut passer directement les différents grades du CAMES. Et donc, du coup, le guide, c'est un instrument pertinent et efficace d'auto-évaluation. Le mot auto-évaluation comment dirais-je, est bien placé parce que à travers le guide, lorsque le candidat prend son guide, le candidat peut mesurer ses chances de réussite, donc ses performances. C'est pour ça qu'on parle d'auto-évaluation. Donc, c'est un instrument d'auto-évaluation pour améliorer les performances au quotidien des candidats et garantir avec assurance toutes ses chances de réussite. Lorsque vous suivez strictement le guide, lorsque vous suivez le conseil des experts des commissions institutionnelles, le plus souvent, si la commission institutionnelle donne son quitus, une erreur peut toujours, un oubli peut toujours arriver, mais dans 95% des chances, le dossier a des chances d'aboutir. C'est pour ça que nous invitons tous les candidats à mieux s'approprier du guide et à s'approcher de commissions institutionnelles, à bien écouter leur commission institutionnelle. Ce guide qui fait l'objet de cette présentation, que j'appelle couramment le guide des États, parce qu'il a été élaboré selon un processus inclusif à travers une commission ad hoc qui a été installée le 10 juillet 2021. Cette commission était constituée d'à peu près 50 experts. Parmi ces 50 experts, 13 proviennent de l'espace CAMES, les pays membres de l'espace CAMES. Et pour chaque pays, le CAMES a demandé à ce que chaque pays soit représenté par un représentant du ministère, le plus souvent le directeur général de l'enseignement supérieur ou son représentant, un représentant des enseignants-chercheurs, un représentant des chercheurs. Donc, c'est pour ça que nous disons bien que c'est le CAMES des États, parce que c'est, disons pas le CAMES, c'est le guide des États. Parce que ce guide-là est le fruit d'un consensus pratiquement de tous les États membres. Et ensuite, le CAMES a joué utile également d'associer cette réflexion des pays hors espace CAMES pour avoir leur expérience en matière d'évaluation. C'est ainsi que nous avons un représentant du Ghana, un représentant de la Tunisie, un représentant de la Belgique et un représentant du Canada. On n'oublie pas qu'en réalité, l'objectif visé, c'était pratiquement de mettre, disons, de faire un guide qui répond aux standards et aux normes internationales. Donc, du coup, nous avons associé ces pays-là pour essayer de comprendre à leur niveau comment se fait l'évaluation. Et c'est la synthèse de tout cela qui a conduit à ce guide. Et nous avons également associé des experts, notamment des anciens ministres de l'enseignement supérieur, en réalité qui servent un peu de témoins pour voir comment est-ce que les choses se déroulent. Et cette commission a été pilotée par un bureau, présidé par le professeur Brice Sansin du Bénin, et comme vice-président le professeur Safak Namfosso, recteur de l'université de Kang du Cameroun. Et moi, j'étais rapporteur, comme le disait tout de suite le prof, j'étais le rapporteur général de cette commission. Et la chance a fait que je suis aujourd'hui le directeur des programmes chargé de piloter ce guide-là. Et j'avais comme adjoint le professeur Bernard Mpassi du Congo. Eh bien, on vient à ce qui nous intéresse. Qu'est-ce qui a changé dans le nouveau guide? Ou bien quelles sont les grandes lignes de ce nouveau guide? À travers ce guide, nous pouvons dire que le rôle des acteurs est mieux précisé. Et ça, je vais beaucoup insister là-dessus parce que parfois, c'est des questions qui sont à la base parfois de certains échecs. La responsabilité des acteurs. Et donc, dans ce guide, tout enseignant-chercheur ou bien tout collègue peut savoir si il peut se présenter ou pas. Donc, s'il peut être candidat ou pas. Donc, on a défini le rôle du candidat. Le candidat, c'est toute personne recrutée ou reconnue, cas de la diaspora, par une institution membre du CAMES, comme enseignant-chercheur ou chercheur.
Ensuite, le rôle de la commission institutionnelle est bien défini. C'est vrai qu'au niveau des annexes, on parle de la commission institutionnelle, mais cette fois-ci, avant d'arriver aux critères, on a insisté sur le rôle de la commission institutionnelle parce que la commission institutionnelle est très importante. La commission institutionnelle règle les problèmes d'irrecevabilité en amont. Et donc, c'est pour ça que nous insistons sur cette commission, sur le bras technique et avisé des responsables d'enseignement supérieur. Et nous encourageons les responsables d'institutions d'enseignement supérieur et de recherche vraiment à écouter les commissions nationales. Ce sont les experts. Donc, c'est l'organe de contrôle et de validation de la conformité des candidatures de son institution. Lorsque la commission institutionnelle estime qu'un dossier n'est pas prêt, il ne faut pas trop insister. C'est vrai que les gens peuvent dire que non, parfois, même si ils laissent passer, ça peut passer, mais en réalité, dans 95-98% des cas, ça ne passe pas. Donc, écoutons les commissions institutionnelles. Et l'autre rôle, c'est que c'est à eux d'émettre des recommandations sur le dossier des candidatures de son institution via la plateforme. Et c'est à eux de dire aux différents responsables que voilà les dossiers qui sont conformes, voilà les dossiers qu'il faut valider. Tel dossier passe, tel dossier ne passe pas. Et moi, j'invite les commissions institutionnelles vraiment à prendre leurs responsabilités par rapport à ça. Ensuite, le président, le recteur, le directeur général, le président recteur des universités, les directeurs des écoles, les directeurs généraux des centres de recherche, eux, ils sont les garants des candidatures de l'institution. C'est eux qui valident. La commission institutionnelle propose, mais le dernier mot le revient. C'est à eux de valider. Et on les encourage à écouter leur commission institutionnelle. Ils entériment, ils peuvent réajuster la liste proposée par la commission institutionnelle pour la validation finale et la transmission. Il arrive que le président, peut-être qu'il ait d'autres informations par rapport à un dossier et qu'il prenne la décision de dire que ce dossier-là, d'après les informations que j'ai, c'est un dossier qui n'est pas conforme, etc. C'est vraiment des cas qui peuvent arriver. Mais toujours est-il que nous encourageons les responsables des institutions à écouter leur commission institutionnelle. Tout dossier non transmis par le président, le recteur, le directeur ou bien le directeur général ne sera pas pris en compte par les instances du CAMES et ne recevront pas d'accusé de réception. Au niveau du CAMES, nous travaillons sur la base des listes transmises par le président. Et heureusement, parce qu'avec la petite expérience que j'ai eue au niveau du CAMES, lorsque la plateforme est fermée, lorsqu'on envoie les accusés de réception, le plus souvent, nous avons le retour de certains présidents recteurs pour nous dire que tel candidat qui a déposé son dossier, il n'a pas eu d'accusé de réception. Et donc, notre référence est très simple. Je demande tout de suite à mon informaticien, essaie de me ressortir la liste validée par le responsable. Or, dans la plupart des cas, ou bien dans tous les cas qu'on a eu, le nom de celui qui n'a pas reçu d'accusé de réception, son nom ne figurait pas. Ça veut dire que ça n'a pas été validé au niveau de la commission institutionnelle. Et c'est pour ça que la commission institutionnelle aussi doit vraiment veiller, parce qu'il y a certains candidats, parfois, qui se perdent, qui oublient carrément de transmettre le dossier à la commission institutionnelle. Et c'est après qu'on se rend compte qu'ils n'ont pas transmis. Or, lorsqu'on ferme la plateforme, il n'y a pas de possibilité de transmission. Également l'attention de la commission, parce que je sais que le collègue est président de la commission institutionnelle, sur le délai. La plateforme est fermée le 15 février. Du 16 au 1er mars, les responsables ont la possibilité de valider et de transmettre les dossiers. Nous avons besoin, il est intéressant pour nous que ce délai soit limité, parce que c'est ça qui va nous mettre après de préparer la liste des rapporteurs. Parce qu'il faut tout de suite, vers le 15, on va procéder à l'envoi, disons, on va convoquer les différents membres de CETES et à ce niveau, et c'est eux qui vont procéder à la ventilation des rapports. Or, si les listes ne sont pas validées dans le temps, ça veut dire qu'on ne peut pas convoquer cette réunion dans le temps et pratiquement tout retard va avoir des répercussions sur le délai donné au rapporteur pour examiner les dossiers. Maintenant, le secrétaire général, nous, à notre niveau, notre rôle, c'est de réceptionner les dossiers transmis par le président et nous préparons les accusés de réception aux candidats présents sur ces listes à la date indiquée sur
sur le calendrier. Et ce guide également va renforcer le rôle des institutions. On donne pratiquement un grand rôle au niveau des institutions, notamment par la possibilité donnée cette fois-ci aux responsables d'institutions d'authentifier tous les documents à caractère académique sur présentation des originaux au même titre que les légalisations. Ça veut dire que le Canada a la possibilité de légaliser, mais les autorités ont également la possibilité d'authentifier les documents à caractère académique. Au fait, c'est une pratique qui existait bien avant, parce que le CAMES, compte tenu de certaines difficultés à légaliser, le CAMES a autorisé depuis un certain moment les responsables d'institutions à authentifier certains documents à caractère académique. Mais maintenant, c'est une mesure qui est cristallisée dans le guide. Il y a également la possibilité donnée aux responsables d'institutions de délivrer l'acte d'individualité des candidats. Je sais que la délivrance de ce texte pratiquement crée beaucoup de problèmes aux candidats. Ça se fait au niveau de la justice, au niveau de la mairie. Dans certains pays, les magistrats refusent carrément de délivrer. Par exemple, c'est le cas de la Côte d'Ivoire. Et même récemment, j'ai vu une note adressée au secrétaire général du CAMES d'un recteur qui demandait à ce que le CAMES l'autorise à délivrer l'acte d'individualité. Or, maintenant, ce n'est plus la peine. Là, c'est cristallisé dans le guide, c'est le guide qui vous le permet. Vous n'avez plus besoin de demander l'autorisation du CAMES parce que le guide vous autorise à délivrer l'acte d'individualité. Un autre renforcement du rôle des institutions, c'est la primeur de la fonction sur le grade pour les signatures et les transmissions administratives. Là également, ça fait l'objet de beaucoup de débats dans les CTS. Il arrive le plus souvent, notamment, par exemple, quand je prends le cas de l'attestation des charges pédagogiques et de recherche, qui concerne les professeurs titulaires. Lorsque le recteur est un maître de conférence, le plus souvent, il y a des collègues qui se lèvent pour dire que non, comment est-ce qu'un maître de conférence peut signer le papier d'un candidat à la titularisation? Or, c'est un papier administratif. C'est le guide qui le dit. Le guide dit que les signataires, c'est le candidat, c'est le chef de l'établissement et c'est le recteur. Maintenant, ce recteur-là, s'il est ingénieur, s'il est assistant, s'il est maître assistant, s'il est maître de conférence, il est recteur. Et il a été nommé par son pays. Là, c'est purement administratif. Et donc, compte tenu de ces difficultés, le CAMES a jugé utile de régler ce problème-là en inscrivant dans le guide la primeur de la fonction sur le grade pour tout ce qui est signature administrative et tout ce qui est transmission administrative. Ce nouveau guide également vous donne la possibilité, ou bien l'opportunité cette fois-ci, de contrôler la qualité de vos mémoires, disons des mémoires et des thèses produites dans votre institution, avec la certification anti-plagiat, avec un taux inférieur à 20% pour chaque thèse de doctorat et chaque mémoire à partir du 1er janvier 2022. Je vais insister parce que dans le guide, nous avons parlé de janvier 2022, mais quand on dit janvier 2022, oui, on a dit janvier 2022, on a préféré mettre un repère pour dire à partir du 1er janvier 2022. Et là également, il y a une pression qui est très importante parce que c'est des questions qui nous arrivent au niveau du CAMES. Quand on parle de contrôle anti-plagiat, est-ce que les publications sont concernées? Est-ce que tel document? Non, on parle des mémoires Bac+5 et de thèse. Les articles ne sont pas concernés dans la mesure où les articles sont publiés et il est de la responsabilité de la revue qui publie l'article de vérifier la similitude. Il n'est plus de la responsabilité de l'institution ou bien du CAMES de vérifier. Mais nous allons nous intéresser aux mémoires Bac+5 et aux thèses. Également, l'institution va essayer donc de contrôler ou bien de faire la promotion de la pédagogie universitaire. Et pour cela, il est exigé cette fois-ci une attestation de formation pédagogique pour tout enseignant-chercheur qui rentre à l'université. Donc, cette mesure concerne les assistants. Donc, quand vous rentrez à l'université, il faut nécessairement savoir enseigner. Il faut nécessairement suivre une formation pédagogique qui peut se faire soit en présentiel ou qui peut intégrer également les deux modalités. Cette formation peut être délivrée par une université ou une institution spécialisée en formation pédagogique. Notamment, c'est le cas des écoles normales ou des facultés de sciences de l'éducation, etc., etc. Et cette formation est sanctionnée par une attestation. Mais c'est qu'il y a beaucoup d'institutions qui le faisaient bien avant, mais cette fois-ci,
c'est cristallisé également dans le guide. Ça fait partie des pièces exigées. Et l'absence de cette attestation de formation est un critère d'ajournement. Parce qu'on va revenir, maintenant, on ne va plus parler de recevabilité. Ensuite, c'est l'exigence d'une fiche individuelle d'évaluation des enseignements. On parle bien d'évaluation des enseignements, mais ce critère ne rentre en vigueur qu'en 2025 pour permettre donc aux institutions de mieux se préparer. C'est une décision du Conseil des ministres. Ensuite, une chose moins également importante, c'est la possibilité donnée aux universités à travers les départements ou l'unité qui enseignent, parce que il est dit dans le guide que toutes les, disons pour les thèses produites dans une autre langue, dans une langue autre que le français et l'anglais, il demandait aux candidats de produire un résumé structuré et exhaustif en français ou en anglais, d'une dizaine de pages. Or, le problème qui se pose à ce niveau, c'est que dans le guide, dans l'ancien guide, il est dit que ça doit se faire dans les ambassades, pas des traducteurs agréés. Bon, c'est parfois des coûts, mais cette fois-ci, on donne la possibilité. Par exemple, lorsque la thèse est produite en russe, lorsqu'il y a un département, comment on dit, un département qui enseigne un département en russe, ce département est habilité à authentifier la certification. Ou bien si c'est une thèse en espagnol, dans beaucoup de nos pays, on a des départements d'espagnol ou bien des départements d'allemand. Donc, ces départements sont habilités à, disons, à authentifier le résumé, comment dirais-je, le résumé. Voilà pour ce qui est de l'ordre des institutions. Le guide apporte également des précisions aux candidats. Parce qu'il y a beaucoup de questions que les candidats se posent et il y a eu beaucoup de recommandations au niveau des CTS et au niveau du guide, nous avons essayé de tenir compte de ces recommandations-là pour apporter ces précisions-là aux candidats. C'est ainsi que les critères d'attribution de la cote A sont fixés pour tous les CTS. Aujourd'hui, lorsque vous avez votre dossier avec votre production scientifique, vous pouvez savoir quel type de cote vous pouvez avoir. Ce qui n'était pas le cas. Ce qui n'était pas le cas avant. Parce qu'avant, c'est vrai que les CTS définissaient des critères pour la cote A, mais c'est des critères qui se définissaient en début de session. Et le plus souvent, qui ne sont pas portés à la connaissance des candidats. Cette fois-ci, pour tous les CTS et pour tous les grades, sauf la LAFPT, l'AFDER, où ce n'est pas nécessaire, les critères d'attribution de la cote sont connus. Et aussi, cette question aussi faisait l'objet de débat, c'est le volume horaire statutaire. L'acte qui indique la charge horaire en rapport avec le grade. Parce que le plus souvent, les experts se posent la question. Et on a vu au niveau des CTS, beaucoup de dossiers rejetés à cause de cela. Mais comme ce n'était pas mis dans le guide, il y a, dans beaucoup de CTS, cette question, ces critères n'est pas appliqué. Parce que les experts se posent la question, si vous dites que vous avez enseigné tel volume horaire, qu'est-ce qui permet à l'évaluateur de savoir est-ce que vous avez rempli votre charge? Cela ne peut être possible que lorsque vous joignez à votre dossier un acte qui dit voilà la charge horaire en rapport avec le grade. Et dans tous les pays, ça existe, où on dit, par exemple, un maître assistant a obligation de faire tel volume horaire, un maître de conférence, tel volume horaire, un professeur tutélaire, tel volume horaire. Et aussi, on rappelle également aux candidats, parce que le volume horaire est très important. Et les évaluateurs insistent beaucoup sur le volume horaire. Lorsque vous présentez un volume horaire faible, tout de suite, on se pose la question, est-ce qu'il remplit sa charge? Ça peut arriver. Par exemple, ceux qui ont des fonctions administratives, ils ont des décharges. Je sais que dans certains pays, lorsque vous êtes chef de département, c'est une décharge de 25%. Lorsque vous êtes doyen, c'est une décharge de 50%. Lorsque vous êtes recteur, par exemple, c'est une décharge à 100%. Ça dépend vraiment des pays. Et donc, dans ces conditions, vous devez justifier le volume horaire pour que les experts puissent justifier le volume que vous leur proposez. Ensuite, et là j'insiste là-dessus, les décrets et les arrêtés ministériels, cette fois-ci,
ne sont pas légalisés. Parce que je sais que aussi, ça crée beaucoup de problèmes. Un décret présidentiel. Parce que les décrets et les arrêtés, le plus souvent, vous n'avez pas les originaux. Vous avez comme on dit, vous avez les photocopies. On donne des copies à l'intéressé. Or, un décret présidentiel, où est-ce que vous allez voir l'original pour le légaliser? Ou bien les arrêtés ministériels, où est-ce que vous allez voir l'original pour le légaliser? Et donc, pour ces deux-là, nous sommes dit que au niveau du guide, il est dit clairement que ce n'est pas légalisé. Par contre, les arrêtés des recteurs ou bien des présidents, dans la mesure où c'est de l'institution peut authentifier ces arrêtés-là. Des précisions également sont apportées sur l'indexation, parce que là également, c'est un problème. Mais je peux vous garantir que ce débat-là n'est pas clos. Hein. Le procès Lichou est en ligne, c'est lui, notre spécialiste hein, en termes d'indexation. Il y a un certain nombre de bases d'indexation qui ont été données, mais on insiste, c'est de manière non exhaustive. Il n'est pas dit qu'une base d'indexation qui n'est pas dans cette liste qui vient d'être donnée n'est pas valable. Mais ce qui est important, c'est qu'au moins, il y a des moteurs de recherche ou bien des bases de données au niveau du guide pour lesquels le guide a statué pour dire que ce n'est pas des bases d'indexation. C'est le cas de Academic Search, des AJOL, des DOAJ, des RGI, IBESCO, Google Scholar, Index Copernicus, etc., etc. Là, au moins, au niveau du guide, il est dit clairement que ils ne sont pas acceptés comme base d'indexation. Donc, on attire l'attention des collègues par rapport à des publications dans des revues qui se disent indexées au niveau de ces bases. Et le CAMES va continuer à faire le travail pour continuer à dresser une liste, soit qui va être une liste de revues, soit pour reconnaître une base ou bien pour rejeter une base. Je pense que le professeur Lichou, il va prendre la parole après pour donner des informations complémentaires par rapport à ces notions d'indexation. Le guide apporte également des innovations. Les innovations, ça veut dire que c'est des critères qui n'existaient pas, mais qui ont été ajoutés compte tenu d'un certain nombre d'observations. C'est le cas, par exemple, de l'article Orthèse pour l'inscription pour la LAFMA, l'AFCR, mais également pour les autres grades également. Et là, l'idée qui est derrière, c'est que le plus souvent, les collègues, lorsqu'ils soutiennent leur thèse et lorsqu'ils sont recrutés, ils ont un certain nombre de publications, ils attendent jusqu'au passage de l'AFMA. Or, il faut nécessairement que ces collègues s'impliquent dans une équipe de recherche. Or, pour justifier cela, au niveau de Guil, le CAMES a exigé assez que, au moins, parmi les 4 publications exigées, au moins, qu'il y ait au moins un article hors thèse. Je pense qu'au niveau des maîtres de conférence également, la même disposition existe. Ensuite, la prise en compte des communications scientifiques. Également, ça fait l'objet de débat. Au niveau de ces tests, le débat a toujours eu lieu où on ne comprend pas comment est-ce qu'un enseignant-chercheur, jusqu'à être professeur titulaire, n'arrive pas à communiquer. Et donc, du coup, il est exigé à ce qu'il y ait, à partir déjà de la maîtrise la maîtrise de conférence, que le candidat présente des communications. 2 communications pour le grade de maître de conférence ou bien maître de recherche et 4 communications attestées pour le grade de professeur titulaire ou bien de directeur de recherche. Au niveau du CTSLH, LSH, je pense que eux, déjà, au niveau de l'AFMA, ils prenaient compte des communications pour donner la cote, déjà. À ce niveau, déjà, ils tenaient compte donc des communications. Aussi, la valorisation des services rendus à la communauté et à la société. Ça, c'est des reproches qu'on nous fait en tant qu'enseignant-chercheur. On pense qu'en tant qu'enseignant-chercheur ou chercheur, nous sommes pratiquement à l'écart. Nous ne nous intéressons pas à la société. Il y en a qui nous reprochent également que nous ne nous impliquons pas effectivement dans les activités de nos institutions. Or, le plus souvent, on le fait. Et pour valoriser cela, le CAMES a exigé des services rendus à la communauté et à la société à travers le guide. D'où l'attestation relative aux services à la communauté. Universitaire, c'est pour les enseignants-chercheurs. Ça veut dire que c'est ce que l'enseignant-chercheur fait dans son université comme activité.
Scientifique, c'est pour les chercheurs, c'est ce que le chercheur fait dans son institution. Et nous avons également le service rendu à la société, qui concerne toutes les activités menées par l'enseignant-chercheur ou le chercheur en dehors de son institution. Et le plus souvent, les collègues me posent la question, mais comment est-ce que ça va se faire? J'ai dit, mais le plus souvent, j'ai dit, au fait, c'est des activités que nous faisons tous. Quand on voit la liste des activités éligibles, on se rend compte que c'est pratiquement ce que nous faisons tous les jours. Le seul problème, c'est que ça n'a jamais été valorisé. Et cette fois-ci, on nous donne l'occasion de les valoriser. Certains critères existants sont révisés. C'est le cas, par exemple, du nombre de publications, les faits techniques, qui sont des critères d'évaluation, mais qui ont été revus à la hausse. C'est également l'exigence d'un article en premier auteur. Avant, on parlait seulement de tel nombre de publications, mais cette fois-ci, pour tous les grades, on exigeait au moins un certain nombre d'articles où le candidat doit être en premier auteur. Par exemple, 8 articles, dont premier auteur, par exemple, sur la moitié, par exemple. On ne dit pas que tous les articles soient en premier auteur, qu'on soit en premier auteur sur tous les articles, mais au moins sur un certain nombre d'articles, il faut que le candidat soit en premier auteur. Par exemple, par rapport au nombre d'articles à titre indicatif, pour les maîtres assistants en dehors de la médecine, où ça varie entre 6 et 12, 6 pour les disciplines cliniques et 12 pour les sciences fondamentales. Sinon, pour tous les autres CTS, c'est 4 publications. 4 publications. Pour la maîtrise de conférence, 10 publications pour LSH. Maintenant, 7 publications, 6 à 8, 7. Et même pour LSH, ça dépend. Parce qu'on a tenu compte de ceux qui ont la thèse d'État ou bien l'HDR. Là, en principe, le nombre de publications diminue. Se référer au guide. Il en est de même pour STEPS et également pour SNA, c'est la même chose également. Maintenant, pour la titularisation, nous avons essayé d'harmoniser en dehors de médecine où ça varie de 9 à 12. Pour tous les autres CTS, c'est 8, 8, 8, 8. Sauf, disons, c'est 8 publications, mais au niveau du CTS LSH, en dehors des publications, il exigeait un ouvrage de spécialité en auteur unique. Les articles, exigences d'articles indexés, parce que les articles indexés renforcent la visibilité des anciens chercheurs. Et donc, il va être exigé des articles indexés pour tous les CTS, sauf la médecine. Mais ce critère ne rentre en vigueur qu'en 2025 pour LSH, SEG, SJP. C'est-à-dire que les CTS qui n'ont pas l'habitude d'utiliser les articles indexés, le Conseil des ministres a demandé à ce que, au moins, qu'on leur fasse une dérogation d'une année pour que, au moins, les collègues puissent se préparer et que le CAMES se charge de mettre à leur disposition une liste de revues indexées. Ce travail-là est en train d'être fait au CAMES. Je parle sous le contrôle du professeur Luchou. La division à la hausse du nombre de mémoires, Bac plus 5, qui passe de 3 à 4, et la division à la hausse également du nombre de thèses dirigées ou co-dirigées, qui passe respectivement de 1 thèse à 2 thèses pour la direction, et de 2 thèses à 4 thèses pour la co-direction. Exigé au niveau des éducatifs d'encadrement de master, là c'est une parenthèse que je fais, parce que là également c'est des questions qui nous reviennent, des fiches d'inscription depuis le master 1 pour les encadrements de master. Je précise que cette disposition, c'est pour permettre au CETES de mieux apprécier le cursus de l'étudiant. Parce que on voit que dans beaucoup de cas, comme on dit qu'on exige les fiches d'inscription en master 1, dans beaucoup de pays, en tout cas, j'ai été interpellé dans un certain nombre de pays où tout candidat qui n'a pas pris un étudiant depuis le master 1, ils disent qu'il ne va pas présenter sa candidature. Or, les mémoires, les thèmes de mémoire, c'est pratiquement en master 2. C'est en master 2 qu'on connaît son étudiant. En master 1, c'est pratiquement, c'est des sciences, c'est du fondamental. La spécialisation se fait en master 2. Et donc là, à ce niveau, le CAMES va sortir une autre orientation pour expliquer
ce critère au niveau de toutes les institutions pour que nos collègues, en fait. Et un autre aspect, c'est les motifs de justification de non-inscription. Et là également, on attire l'attention des candidats par rapport à ça. Dans le temps, on parlait de non-examen, d'irrécevabilité et d'ajournement. Et l'irrécevabilité a des conséquences. Par exemple, un dossier irrécevable une fois, le candidat peut se présenter une fois. Alors qu'un dossier qui est ajourné 2 fois consécutives, le candidat est obligé d'observer l'année de pause. À partir de ce nouveau guide, nous avons seulement 2 motifs de justification de non-inscription. Soit le dossier est non examiné, et dans quel cas le dossier est non examiné, il n'y a pas de retour du rapport d'instruction externe. C'est-à-dire lorsque le rapport d'instruction externe d'un candidat n'est pas arrivé, ou bien lorsque le candidat a une spécialité qui n'est pas couverte par le CETES. Ça arrive. Même cette année, au CETES 2023, on a eu, disons au CC 2023, on a eu ce cas-là. Un candidat qui a introduit son dossier au CETES médecine, et le CETES médecine a saisi le CAMES pour dire que sa spécialité n'est pas couverte par son CETES et a dirigé le dossier vers le CETES STAPS. Maintenant, tous les autres critères, c'est des critères d'ajournement. Non-conformité dans le mode d'inscription, non-conformité des pièces du dossier, dossier mal présenté, dossier incomplet, dossier non visé par une autorité, etc., etc. En résumé, nous avons seulement 2 motifs. Soit le dossier n'est pas examiné, mais tout dossier qui est examiné est ajourné. Il faut que ça soit clair à notre niveau. Et donc, cela a des conséquences au niveau de l'année de pause. Donc, après 2 échecs, dans la mesure où cette fois-ci, quand on échoue, on est ajourné. Donc, après 2 échecs sur 2 sessions successives, le candidat est suspendu pour une période d'une année. Nous allons donner quelques informations utiles qui sont, comme je le disais, qui sont coincées dans un coin du guide, mais le plus souvent auquel les collègues ne prêtent pas attention, c'est par exemple les recours. Et là aussi, au moins par session, nous avons au moins 4 ou 5 recours. Et le recours, c'est un droit reconnu à tout candidat. Tout candidat qui pense être lésé, nous sommes dans la démarche d'assurance qualité, tout candidat qui pense être lésé a le droit de faire recours. Mais le recours obéit à des critères. Seuls les recours portant sur des erreurs non imputables au candidat sont acceptés. Donc, c'est au candidat maintenant d'apporter de motiver son recours, d'apporter les preuves que son ajournement n'est pas une erreur pratiquement du CTS. Et les recours peuvent être introduits tout au long de l'année, depuis la publication des résultats de CCI, c'est-à-dire au mois de juillet, jusqu'à la session suivante. Et le dossier de recours est transmis uniquement par le secrétaire général du CAMES après réception de la demande. Et la demande peut être transmise directement par le candidat ou par son institution. Au niveau du CAMES, nous sommes en train de réfléchir sur un manuel pratiquement de recours. C'est vrai que c'est inclus dans le guide, mais il faut qu'on essaie d'expliquer pratiquement de façon plus large aux candidats, aux collègues, le processus pour faire recours devant le secrétaire général ou bien devant le CCI. Et le recours a également une conséquence, c'est la rétroactivité. Tout comme le non-examen d'un dossier. La rétroactivité, c'est quoi? Ça veut dire que vous déposez votre dossier en 2022 ou bien en 2023 et que le dossier n'a pas été examiné parce qu'un rapporteur n'a pas transmis son dossier. Dans ces conditions, on ne va pas vous demander d'introduire un nouveau dossier. Le CAMES va reconduire votre dossier pour 2024. Et au cas où vous serez inscrit, vous allez bénéficier de la rétroactivité. Ça veut dire que vous allez être inscrit, mais à partir de 2023. Tout comme également, vous êtes candidat en 2023, vous avez été ajourné, vous avez déposé un recours parce que vous pensez que vous avez été lésé.
Donc, le dossier va être examiné en 2024 à la session des CCI. Au cas où le recours aurait abouti, et là, dans ces conditions, ça veut dire que vous êtes inscrit avec la rétroactivité, ça veut dire qu'à partir de 2023. De la passerelle entre les corps, ça veut dire que c'est le changement de corps. Un enseignant-chercheur peut devenir chercheur, un chercheur peut devenir également enseignant-chercheur. C'est possible. Le guide le prévoit. Mais cela n'est possible qu'après présentation d'un acte de nomination du pays d'origine dans le corps souhaité. Par exemple, moi, je suis chercheur dans un centre de recherche, je suis chargé de recherche et une, une université souhaite me recruter. Et donc, l'université, ça dépend de qui prend la décision. Par exemple, si c'est le ministère qui prend la décision, le ministère prend la décision de vous nommer maître assistant, si vous voulez évoluer, si au cas où, dans l'institution, il n'y a pas de centre de recherche. Parce que nous avons des universités dans lesquelles, par exemple, je prends le cas de l'université Aboumouni, nous avons aussi bien des facultés, mais nous avons également des institutions de recherche. Mais lorsque, dans l'université, nous n'avons que le code des chercheurs, on peut vous nommer maître assistant, et là, en fonction de l'ancienneté, vous pouvez déposer un dossier conformément aux critères d'inscription pour être maître de conférence. En conclusion, nous pouvons dire que ce guide est le vôtre, et donc nous ne pouvons que vous encourager à vous en approprier et de nous aider à le stabiliser, disons, pas à la stabiliser, à le stabiliser. Parce que c'est un guide, c'est comme un questionnaire. Lorsque vous faites des enquêtes en biologie, dans d'autres matières, dans un premier temps, on teste le questionnaire et certainement qu'il peut y avoir parfois des imprécisions. Et donc là, nous vous demandons de les monter pour que nous puissions en tenir compte à l'avenir. Et aussi, pour finir, je dirais que le CAMES reste à votre disposition pour toute clarification et apporter les réglages nécessaires. Comme on l'a dit, pour nous, c'est que le CAMES que nous voulons, c'est le CAMES des peuples, le CAMES des États, le CAMES des anciens chercheurs. Je vous remercie, chers collègues.